Mesdames, messieurs, bienvenue sur Matancel pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui, je suis en compagnie de la ZX10R de 2011. C'est parti! Avant toute chose, et c'est normal de le faire, je me dois de remercier Johan qui me prête aujourd'hui ce petit monstre à laisser. Et puis je tenais à remercier les 650 personnes qui ont rejoint ma chaîne, ça me fait énormément plaisir. N'hésite pas à aller juste en dessous de la vidéo pour t'abonner si jamais c'est pas encore fait. C'est entièrement gratuit, tu peux laisser un j'aime si jamais mon format t'a plu. Et puis je réponds à toutes les questions qui se situent juste dans l'espace commentaire. Alors commençons par l'histoire de cette moto, Kawasaki Ninja ZX10R. Qu'est-ce que ça veut dire ? La mention Ninja, c'est la première qui va apparaître en 1984 sur la GPZ 900R Ninja. Elle va servir à dire que c'est une moto sportive de chez Kawasaki, puisque c'est la première moto qui sort 116 chevaux, qui atteint 250 km/h, qui va devenir archi populaire puisqu'elle est présente dans le Jobar Team, qu'elle va faire la course contre le TGV entre Paris et Marseille, et en plus de ça, elle va gagner le Tourist Trophy. Les deux lettres Z et X, elles apparaissent un peu plus tard, en 89, sur la ZX7R. Leur but, c'est simplement de dire que la moto, elle est encore plus radicale qu'une ZZR ou qu'une GPZ. Et on va voir apparaître vraiment toute une famille de motos à partir de là, puisque 5 ans plus tard, il y aura l'introduction de la ZX9R. En 95, on verra apparaître la ZX6R, la petite mais qui est bien nerveuse. Et ensuite, il faudra attendre 2004 pour se retrouver à avoir la première génération de cette moto, la ZX10R, dont le but est vraiment de contrecarrer les plans de la R1 qui fait fureur depuis la fin des années 90. Bon, et donc le but pour Kawa, c'est de rendre cette moto-là la plus optimale possible, c'est évident. Donc première génération jusqu'en 2006, à partir de là on a la deuxième gène. 2008, grosse évolution esthétique, moi j'adore vraiment le changement entre la 2006 et la 2008. Les gros feux qui la rendent bien radicale, c'était vraiment top. En 2011, on est arrivé sur cette moto-là, jusqu'en 2016, où est-ce qu'on a affiché une nouvelle génération, et puis il a fallu attendre 2021 pour avoir la dernière gène. Bon, avec l'optique devant qui est un peu bizarre, façon H2, moi je sais que j'ai vraiment beaucoup de mal. Mais par contre, le gros point positif, c'est qu'on a toujours le 998 cm3 qui sort 213 chevaux pour 203 kg, une fiche technique de dingue. Mais bon, revenons à nos moutons, cette moto-là, elle est de 2011. Et elle est arrivée sur un marché qui était complètement saturé en 1000 sportifs. Il y avait la GSXR, la R1, la CBR, le S1000RR qui est arrivé à partir de 2013 et puis beaucoup d'autres. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'elle a de différent ? Et c'est très simple. Cette moto-là, elle fait 200 chevaux. Elle fait 201 kg. Et elle est proposée à 16 200 €. Il en manquait encore pour vous convaincre ? C'est pas un problème. Victorieuse en WSBK, au bol d'or, en endurance mondiale. Messieurs, dames, prenez place à bord de la meilleure hypersportive du marché. Allez, on continue sur le look de la machine, parce que ça c'est pareil, c'est un élément important pour arriver à la vendre. Faut aimer le flashy, parce que forcément Kawa c'est vert. Mais je dois avouer que moi j'aime bien quand même, hein. C'est super joli, les lignes sont hyper racées. On a la grosse bande noire là qui rend encore le côté plus agressif je trouve. Et puis la face avant qui est musclée, les deux yeux qui sont bien racés. En fait elle transpire la sportivité cette moto là, elle nous fait comprendre qu'elle est vraiment pas là pour rigoler. Que ce soit la fourche, les bracelets qui sont sculptés de fourche et puis ces gros pneus, enfin elle est vraiment vénère, elle est vraiment musclée. Franchement, elle a tous les attributs d'une moto sportive, c'est tout ce qu'on lui demande, c'est juste au top. Là où on va peut-être chatouiller un peu plus les défauts de cette moto, ça va être sur l'ergonomie. On va déjà commencer sur les bons points, c'est qu'on n'est pas perdu, tous les commodos sont bien à leur place. Franchement, on s'y retrouve, il y a juste les commandes de power et de contrôle de traction qui sont sur un bloc qui est à gauche, et puis on a un start-stop qui se retrouve aussi sur le commodo de droite. Mais autrement, on est loin d'être perdu, les leviers tombent bien sous la main, tout est réglable. Franchement, c'est au top, ça s'adapte bien. Le compteur, lui, il est 100% numérique, il est situé en deux parties. L'avantage, c'est que sur une moto sport comme ça, on a besoin de voir deux choses, la vitesse et le compte tour.
Et c'est deux trucs qui sont vachement mis en valeur, notamment le contour avec le Shift Light qui vient bien nous péter à la gueule. Dessus, on retrouve quelques informations, notamment les contrôles de traction qui sont situés à droite. On a un rapport engagé, ce qui est toujours intéressant. La température extérieure, la température d'eau. Différentes informations, trip A, trip B, conso. Si jamais on est en réserve, elle se met à clignoter. C'est bien présenté, c'est pas des plus lisibles, on va dire, d'un point de vue des petites infos, mais le plus important est là et moi je trouve que c'est quand même satisfaisant, hormis le fait qu'il manque une jauge à essence pour une moto de route, c'est toujours un petit peu embêtant de ne pas savoir exactement où est-ce qu'on en est sur la jauge. Mais j'ai pas grand chose à reprocher au compteur. Dernier point, c'est la rétrovision. Ça c'est un gros élément positif. L'avantage du carénage devant, c'est que ça nous déporte bien. On a deux bons gros écrans qui nous font comprendre ce qu'on a derrière. Et ça c'est juste au top. Maintenant on va arriver sur le point qui me fâche un petit peu plus, moi qui suis 100% issu du roadster. C'est la position. Déjà gros point positif, c'est que j'ai les deux pieds qui touchent parfaitement le sol, à plat. Pour mon 1m73, c'est déjà pas mal. Ça simplifie beaucoup de choses. Maintenant, c'est ça quoi. Faut aller chercher le guidon vraiment sur la position avant. Faut aller se pencher, ça sollicite les avant-bras. Bon, fallait s'y attendre. Hein, c'est une hyper sport, mais c'est vrai que c'est toujours assez étonnant de se retrouver sur une position de conduite comme sur celle-ci quand on n'est pas habitué. Ça sollicite les épaules, ça sollicite les avant-bras. C'est pas la plus confortable. Ça, c'est clair et net. Mais alors, le pire du pire, c'est ça. C'est les pieds. On a vraiment les jambes qui se retrouvent en arrière. On a un angle pas possible au niveau du genou. Je suis pas très grand hein, pourtant, hein, mais c'est vrai que déjà je sens vachement la pliure. Par contre, le réservoir est bien dessiné. On n'est pas sur une moto qui est énorme. Franchement, je suis assez étonné. J'ai déjà eu l'occasion de monter sur du GSX-S 750 par exemple. Et je trouve que celle-là, elle est vachement plus fine qu'un GSX-S. Et elle s'est prise en main plus facilement que je l'aurais cru. Donc bonne surprise. Faut s'investir, mais au final, ça se prend en main vraiment très bien. Et c'est un bon point positif pour ce genre de bécane-là. Maintenant, une position radicale comme celle-là, faut que ça mérite de pas être confortable. Ça, c'est clair et net. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve d'un point de vue technique ? Un 4 cylindres en ligne de 998 cm3 qui délivre la bagatelle de 200 chevaux à 13 000 tours minute, de 11,7 m/kg de couple à 11 500 tours minute. Donc en fait, on va chercher vraiment de la perf, mais à très haut régime. On a un son typique de 4 cylindres, d'autant plus avec ce faux Akrapovic, qui est plutôt beau quand même pour un faux, mais qui hurle. Ouais, pour la santé auditive, c'est pas très bon. Mais ouais, c'est rigolo par contre, il n'y a pas de problème. Ça entraîne une boîte 6 rapports qui est extrêmement longue. C'est indécent les vitesses qu'on peut prendre avec cette bécane là. Ça monte vite, ça monte fort, ça monte très haut. Faut vraiment avoir la tête sur les épaules. L'embrayage, c'est un embrayage anti-dribble. Donc c'est bien pour ce genre de génération là, surtout quand on arrive sur piste. Oh ah ouais. Oh là 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 là. Putain, le truc de ouf. Oh la vache, putain, tu sens le train avant qui se lève. La partie cycle est confiée tout d'abord à un cadre en double poutre alu périmétrique qui permet d'allier à la fois rigidité et légèreté. On a une moto qui fait moins de 198 kg pour 210 chevaux, donc on le disait avec le rameur.
Le train avant, c'est une fourche inversée réglable de 43 mm et à l'arrière on a bien entendu un amortisseur qui est réglable. Le freinage avant, c'est du double disque avec des étriers 4 pistons radio Tokiko. De la gaine d'origine qui est en caoutchouc, là ça a été remplacé par de la durite à via verte. Donc ça allie à la fois l'efficacité et puis l'esthétisme. Et ce qu'il faut noter, c'est que la concurrence, notamment la R1, il proposait des étriers jusqu'à 6 pistons radio avec de la durite à via d'origine. Donc on va chercher un petit peu d'économie chez Kawa sur certains points, hein. On le voit quand même aussi à la configuration de la moto. Et donc à l'arrière, on se retrouve avec un seul disque et un étrier monopiston qui s'avère être plutôt efficace. Moi j'ai bien aimé l'employer, notamment en ville, pour s'arrêter. Il est à la fois précis et puis pas trop mordant, c'est juste ce qu'il faut pour pouvoir l'utiliser de façon quotidienne. Le plus intéressant maintenant, c'est de parler du ressenti qu'on peut avoir sur cette moto là. Et c'est pas une surprise si jamais je vous dis que clairement c'est une pure dinguerie, c'est une pure folie. Déjà vis-à-vis des capacités de la moto, en fait on a un moteur qui tracte fort, qu'entraîne une boîte qui est super longue et pourtant on se retrouve à avoir la roue avant qui déleste en deuxième quand on met poignée dans l'angle, c'est juste une dinguerie. Heureusement qu'il y a un amortisseur de direction Öhlins qui fait une partie du travail, parce que je dois avouer que je me suis retrouvé à avoir du guidonnage que je m'y attendais pas. Alors c'est clair et net, hein, voilà, on est sur une hyper sport, on a 210 chevaux, c'est de la folie. Mais le ressenti est absolument fou maintenant pour garder son permis. Il est clair et net que c'est absolument pas ce qu'il faut. Faut être un minimum averti clairement pour pouvoir conduire ce genre de bécane là. Oh non, j'ai trop peur moi. Moi j'ai trop peur de faire des 0 à 100 avec ça. Ça va pas. C'est pas exploitable sur route. J'ai absolument pas la prétention de pouvoir dire que j'ai exploité 10% de la moto. Sur piste, il faut un sacré niveau parce qu'il y a du couple. Et concrètement, pour faire des patinages à l'arrière en sortie de courbe en remettant du gaz, je pense qu'il n'y a rien de tel. C'est une machine qui est très dangereuse. Pour une utilisation quotidienne, c'est très compliqué. Clairement, en ville, c'est une enclume. Le rayon de braquage, il est vraiment ridicule. On a une moto qui chauffe beaucoup. Et puis bon, voilà quoi, elle est prédestinée à rouler vite, à être efficace. Enfin, faut être un minimum réaliste quoi. On n'achète pas ça pour rouler à 90 pépouze. Ouais, c'est pouce au crime quoi. C'est pouce au crime. Moi personnellement, je sais que déjà rien que vis-à-vis du moteur et vis-à-vis de la partie cycle, je sais absolument pas ce qu'il me faut parce que c'est une machine à conneries quoi. En plus de ça, si jamais on essaye vraiment d'aller chercher de la polyvalence, on n'a aucune prétention utilitaire sous la méchante petite selle, on n'a pas de rangement, on a un réservoir qui fait 17 litres pour une consommation qui descend pas en dessous de 8 litres, hein. Ça c'est clair et net. On n'est pas très bien protégé parce que dès qu'on lève un petit peu la tête, le vent nous vient directement en pleine face. Il faut vraiment être couché sur la moto pour que la petite bulle elle soit vraiment digne d'efficacité. Ça c'est une planche, on est installé comme un crapaud dessus, enfin voilà quoi. C'est prédestiné à l'attaque, c'est conçu pour et il faut s'en servir comme tel si jamais il n'y a pas d'utilisation piste derrière. Franchement, c'est plus un fardeau qu'autre chose. Et puis allez, pour terminer, on arrive sur le point économique de ce genre de bécane là, c'est archi performant, donc ça coûte super cher en entretien. Dès qu'il faut faire quelque chose, il faut démonter tout le carénage, ça demande de la main d'œuvre et puis plus c'est performant, plus ça demande à être bichonné. On a une moto qui coûte super cher d'un point de vue assurance parce qu'on est sur une hyper sport. Ça boit beaucoup. Ça se trouve entre 8 et 10 000 balles d'occasion, alors que ça a 10 ans, c'était vendu à partir de 16 200 € sans ABS. Il y a même des modèles qui ont tendance à vouloir augmenter en fonction des options, et puis parce que ça se trouve de moins en moins en neuf, parce que c'est très simple, on n'a plus de pièces. Donc ouais, ça coûte une fortune ce genre de moto là. Et ça fait partie des inconvénients, mais ça fait surtout partie du jeu en fait. Quand on veut une hyper sportive.
C'est des sensations qui sont folles. Maintenant, ouais, c'est pas agréable et en plus de ça, ça coûte super cher, quoi. C'est la conclusion qu'on peut en tirer et du moins moi, la conclusion que j'en fais. Donc c'est pas du tout ce que je recherche. Maintenant, je comprends complètement qu'il y ait des gens qui investissent dans ce genre de bécane là, surtout si jamais il y a de la piste et puis si jamais on commence vraiment à maîtriser la bête. C'est digne d'efficacité et c'est des sensations qui sont uniques, quoi. Moi, j'ai jamais vécu ça sur une autre moto. Bon voilà, me concernant, je pense avoir tout dit de mon ressenti vis-à-vis de la ZX10. C'est pas d'une objectivité qui est top du fait que moi j'ai une Street Trip qui fait 106 chevaux, que là il y en a 104 de plus et ça je m'y attendais, hein, forcément ça me saute à la gueule, je pouvais pas avoir autre chose que de la surprise. Maintenant je vous attends vraiment les spécialistes, ceux qui sont vraiment pointus d'un point de vue piste, qui ont vraiment des connaissances qui sont très poussées et qui peuvent vraiment conseiller les gens sur le fait d'aller plutôt sur une ZX10, plutôt sur un R1, plutôt sur un S1000RR. En fonction de l'utilisation, en fonction du moteur, j'attends vraiment des retours vis-à-vis de votre expérience. Moi, j'apporte ma petite contribution en tant que motard lambda. J'espère pour autant que ça vous a plu. J'espère vous retrouver aussi très bientôt sur une de mes prochaines vidéos. C'était Matt et à la prochaine.